première fois que je vais à Auschwitz, Birkenau. Ce 17 mai 2026, oubliez les communiqués froids distillés par des cabinets d'avocats, oubliez les mises en scène feutrées sur les plateaux de TF1 ou de France 2. C'est sur l'écran nu d'un smartphone, à l'heure où la France s'endort, que Patrick Bruel a rompu un mutisme devenu insoutenable. À 67 ans, l'icône absolue de toute une génération descend en personne dans l'arène numérique pour défendre ce qu'il lui reste de plus précieux, son honneur. L'homme qui a incarné le romantisme, le charme et le succès insolent à la française se retrouve acculé. D'un ton lourd, empreint d'une dignité profondément blessée, il pose ses mots comme une ultime digue face à la tempête. Cette relation ne fut ni violente, ni contrainte, ni clandestine. Un démenti catégorique opposé, pour la toute première fois, aux déclarations fracassantes de l'animatrice Flavie Flament. Pour le public de plus de 50 ans, cette prise de parole est une véritable déchirure mémorielle. Voir cet homme d'autorité, dont Kak Bai Hat, Janji Kung, Tang Swan, Kwa Chung Ta, dont les refrains ont accompagné le printemps de nos propres vies, réduit à utiliser ses réseaux personnels pour s'adresser directement à sa communauté afin de raviver l'empathie de ses fidèles, provoque une sidération totale. Pourtant, derrière la clarté apparente de ce démenti nocturne, les rouages de cette affaire révèlent qu'en est des complexités psychologiques et temporelles qui défient la logique immédiate. Pour comprendre la portée réelle de ce drame en ce mois de mai 2026, il nous faut examiner deux révélations troublantes qui bousculent déjà toutes les certitudes. La première réside dans le paradoxe des 35 ans. Comment concevoir qu'entre l'allégation portant sur des faits survenus au début des années 90 et la plainte d'aujourd'hui, plus de 3 décennies se soient écoulées dans une normalité apparente. Durant tout ce temps, ces deux figures majeures du paysage audiovisuel n'ont cessé de se croiser sur les plateaux, d'échanger des salutations courtoises et de feindre une complicité professionnelle. Pour l'un, c'est la preuve d'une histoire mutuellement consentie. Pour l'autre, cela cache un mécanisme psychologique bien plus lourd. La seconde révélation prouve que Flavie Flament n'est plus seule dans cette démarche. Discrètement, un dossier parallèle d'une importance capitale a été ouvert par la justice belge en mars 2026, évoquant des dynamiques comportementales et des pressions similaires à Bruxelles. Ce n'est plus un duel isolé entre deux célébrités, mais une onde de choc géographique qui menace d'ouvrir les vannes d'un passé que l'on croyait scellé à jamais. Mais pour comprendre pourquoi ce démenti plonge aujourd'hui la France dans une fracture si profonde, nous devons impérativement remonter le fil du temps, revenir en l'an 1991, là où la mélodie du succès a commencé à projeter ses toutes premières ombres. Pour saisir l'essence profonde de ce séisme médiatique, il nous faut opérer un retour en arrière sans concession. Voyageons dans le temps pour retrouver le Paris de l'année 1991. À cette époque, l'Hexagone ne traverse pas une simple transition culturelle. Elle vibre sous l'onde de choc d'un phénomène de société sans précédent, la Bruelmania. Patrick Bruel a 32 ans. Il est au faîte de sa gloire, au centre absolu de tous les regards, investi d'une autorité symbolique et d'un prestige que rien ne semble pouvoir ébranler. Il est l'icône adulée par des millions de personnes, le symbole d'un succès public insolent. Face à ce géant de la scène culturelle, une jeune fille de 16 ans à peine, Flavie Flament, fait ses premiers pas timides dans l'univers feutré, fascinant, mais terriblement codifié des médias parisiens. La symétrie est alors totale. D'un côté, un homme mûr qui possède toutes les clés du pouvoir médiatique. De l'autre, une adolescente en quête d'avenir, éblouie par les lumières de des projecteurs. Pour bien appréhender la nature de leur rencontre, il est indispensable d'analyser le climat culturel de la télévision française de ces années-là. C'était une époque marquée par une immense liberté de ton, un esprit de fête permanent, qui occultait trop souvent la fragilité des plus jeunes. Les structures de protection des mineurs au sein du monde du spectacle étaient alors bien moins rigoureuses qu'aujourd'hui, laissant s'installer une forme de tolérance implicite autour des agissements des figures les plus influentes. Un statut de superstar conférait alors un ascendant presque absolu sur ceux qui aspiraient à entrer dans ce cercle très fermé. C'est précisément dans ce déséquilibre des forces
que prend racine un mécanisme psychologique subtil et redoutable. L'emprise. Dans le huis clos d'un appartement parisien, l'histoire bascule. Selon le récit de l'animatrice, une simple tasse de thé offerte devient le prélude à une perte totale de repères. Au-delà des questions purement techniques, c'est la sidération émotionnelle qui s'installe. Comment une jeune fille de 16 ans peut-elle formuler un refus ou imposer ses propres limites face à un homme qui incarne le désir et la réussite de tout un pays ? L'autorité de la célébrité agit ici comme un puissant anesthésiant de la volonté. L'esprit se fige, paralysé par la stature de l'interlocuteur et par l'incapacité de concevoir qu'une idole puisse franchir les frontières du respect élémentaire. Ce sentiment d'impuissance et de dépossession de soi a mis 35 ans à trouver le chemin des tribunaux. En mai 2026, Flavie Flamaine a choisi d'utiliser la puissance de sa propre voix pour briser ce carcan psychologique en publiant sur ses réseaux sociaux ces mots d'une gravité absolue. Je dois à nouveau faire face à mon passé, et face à un homme qui a volé mon adolescence. J'ai officiellement déposé plainte contre Patrick Bruel, pour que la vérité éclate, et que la justice soit faite. Une accusation d'une force rare après 35 ans de silence. Qu'est-ce qui a bien pu pousser une femme à enfouir ce souvenir si profondément, et si longtemps, pour ensuite décider de déclencher une telle déflagration médiatique en cette année 2026 ? Face à ce bond, dans le temps de 35 ans, une question brûle inévitablement les lèvres d'un public averti. Pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir gardé le silence pendant plus de 3 décennies si la blessure était si vive ? Pour les sceptiques, ce long fleuve tranquille apparent est suspect. Pour les spécialistes de l'esprit humain, en revanche, il porte un nom très précis, devenu un concept clé des dynamiques post-traumatiques, l'amnésie traumatique et la dissociation. Le cerveau d'une adolescente de 16 ans, confrontée à un événement qu'il ne peut ni intégrer ni combattre en raison de la stature disproportionnée de l'autre partie, met en place un système de protection absolue. Il mure le souvenir, l'isole pour permettre à l'individu de continuer à vivre, à respirer, à se construire. Ce n'est pas un oubli, c'est une mise en veille forcée. Le traumatisme reste intact, congelé dans le temps, attendant que la structure psychologique de la victime soit assez solide pour supporter la déflagration du réveil mémoriel. À ce phénomène neurologique s'ajoute une stratégie sociale implacable, le mécanisme d'adaptation ou coping mécanisme. Pour faire carrière dans le milieu alors très fermé et féroce de la télévision française des années 90 et 2000, Flavie Flamaine n'avait d'autre choix que de normaliser la normale. Croiser Patrick Bruel sur les plateaux, échanger des poignées de main courtoises, lui sourire face caméra, ce comportement, que d'aucuns interprètent aujourd'hui comme un consentement rétrospectif, était en réalité une endurance stratégique. C'était le prix à payer pour ne pas être banni, pour ne pas être étiqueté comme celle par qui le scandale arrive. Ce sourire de circonstance n'était pas de la sérénité, c'était un masque de survie professionnelle. Mais Flavie Flamaine n'aborde pas ce duel de 2026 à l'aveugle. Elle possède une arme stratégique majeure, forgée dans les larmes d'un combat passé, l'année 2016. Souvenez-vous, il y a 10 ans, l'animatrice publiait La Consolation, un ouvrage où elle brisait le silence autour des agissements du photographe David Hamilton. Ce premier affrontement public, d'une violence inouïe, a été son école du feu. C'est là qu'elle a appris à décoder le cynisme des tribunaux médiatiques, à anticiper les vagues de dénigrement et à structurer une stratégie de communication imparable. En 2026, face à une légende vivante, elle n'est plus l'adolescente sidérée de 1991. Elle est une femme aguerrie qui sait exactement comment ébranler un système. En face, la ligne de défense de Patrick Bruel repose sur une sincérité qui lui est propre, mais qui révèle l'angle mort de toute une génération d'hommes de pouvoir. Lorsque l'artiste affirme sa surprise et son incompréhension face à des accusations si tardives, il est probablement prisonnier des codes d'une époque révolue. Dans la psyché des stars de ces années-là, l'absence de refus explicite équivalait à une adhésion. Bruel n'a jamais perçu, ou voulu percevoir, que son statut de demi-dieu créait une contrainte invisible, rendant toute notion de choix purement illusoire pour une jeune fille de 16 ans. Sa certitude d'avoir vécu une simple idylle de jeunesse se heurte aujourd'hui
à la redéfinition contemporaine du respect et de la liberté individuelle. Quand Flavie Flament décide de poser cet acte de rupture et de sortir de l'ombre, le mur de certitude qui entourait l'artiste commence à se lézarder profondément, car dans l'obscurité, d'autres voix similaires s'apprêtent à briser l'omerta. Ce que le démenti nocturne de Patrick Bruel tentait de contenir comme un incident isolé va pourtant se transformer en une réaction en chaîne incontrôlable. En mars 2026, ce n'est pas une simple rumeur de coulisses qui vient ébranler le milieu du divertissement, mais le travail d'investigation méthodique d'un média habitué à bousculer les puissants. Mediapart. En soulevant le rideau de velours du show business de l'entre-soi, le journal révèle une réalité que le public ne soupçonnait pas. L'affaire Flavie Flament n'est pas un événement unique égaré dans le temps. Elle s'inscrit dans une cartographie beaucoup plus vaste de témoignages concordants. C'est à ce moment précis qu'intervient un basculement capital, l'apparition d'un visage et d'un nom face caméra. Karine Vizère, attachée de presse belge, choisit de renoncer à l'anonymat pour donner une dimension internationale et systémique à l'affaire. Son récit nous ramène en 2010, à Bruxelles, lors d'une tournée promotionnelle feutrée. Elle décrit avec une précision chirurgicale le huis clos étouffant d'une cabine de toilette verrouillée. Ce qu'elle met en lumière, ce n'est pas seulement un geste, c'est la terreur psychologique ressentie face à l'autorité écrasante d'une superstar habituée à ce que son statut désarme toute opposition. Dans ce face-à-face inégal, Karine Vizère va puiser la force de prononcer le mot que le système avait désappris à entendre. Non. Un refus répété, une résistance psychologique ferme qui brise, pour la première fois, l'automatisme de la séduction impériale. L'enquête journalistique met en lumière d'autres dossiers, d'autres archives judiciaires que le temps avait cru pouvoir effacer. On y découvre une plainte déposée à Saint-Malo en 2012, en marge d'un festival de cinéma, puis une autre affaire à Neuilly-sur-Seine en 2010. Plus troublant encore, le public découvre les témoignages constants et douloureux de 5 professionnels du soin et masseuses de spa d'hôtels de luxe. Dès 2019, ces femmes de l'ombre avaient dénoncé des comportements déplacés et des exigences déplacées lors de séances privées. À l'époque, leur voix s'était heurtée au scepticisme institutionnel ou à des classements sans suite étouffés par la disproportion des moyens de défense. En 2026, ces murmures isolés s'unissent pour former une onde de choc collective. Cette accumulation de témoignages provoque une fracture générationnelle sans précédent au sein même de la culture française. D'un côté, l'ancienne garde du show business, les contemporains de l'artiste, se murent dans une omerta de salon. C'est le silence pudique des dîners parisiens, le regard fuyant de ceux qui préfèrent préserver le mythe de la liberté des années passées plutôt que de questionner les dérives de ces idoles. Mais face à eux, une nouvelle génération d'artistes refuse la complicité du silence. Des figures contemporaines comme la chanteuse Pomme ou l'actrice Anna Mouglalis s'élèvent publiquement, signent des manifestes et réclament des comptes à l'institution culturelle. Ce n'est plus seulement le procès d'un homme qui se dessine, c'est le procès d'une époque et de ses privilèges invisibles. Pour le public français, et particulièrement pour cette génération qui a grandi avec les grands élans de solidarité des décennies passées, la blessure causée par cette affaire dépasse le cadre de la simple chronique judiciaire. Voir cet homme de bien, ce symbole de la bienveillance nationale, soudainement associé à des accusations d'abus d'autorité, Vata Otungtam Li, provoque un véritable séisme moral. Comment concilier l'image de l'artiste au grand cœur, chantant pour les plus démunis, avec celle d'un homme accusé d'avoir profité de son aura pour dominer une adolescente? Pour les fidèles, le choc est immense, car c'est toute une architecture de certitudes éthiques qui menace de s'effondrer. C'est dans ce contexte de haute tension morale que se déploie une stratégie juridique d'une redoutable intelligence, se heurtant à ce que les juristes appellent le mur de la prescription. Sur le strict plan technique, les faits les plus anciens évoqués datant de 1991 sont prescrits depuis longtemps au regard du droit pénal français. Patrick Bruel et ses conseils le savent pertinemment. Alors, pourquoi déposer une plainte officielle en ce mois de mai 2026 ? C'est ici que réside la dimension politique
Va Tam Lee Ok Trong Han Jong Kwa l'animatrice. Flavie Flament n'ignore rien des limites de la procédure. Elle utilise l'institution judiciaire pour créer un précédent social majeur. En déplaçant le débat sur le terrain de la légitimité plutôt que de la simple légalité, elle utilise la pression de l'opinion publique pour interpeller le législateur. Son objectif profond est de contraindre le Parlement français à repenser de fond en comble les lois sur la protection des mineurs et à reconnaître la réalité de l'amnésie traumatique par-delà les verrous du temps. Nous assistons dès lors à un affrontement doctrinal d'une gravité inouïe. D'un côté, Patrick Bruel s'accroche légitimement à la présomption d'innocence, ce socle fondamental de notre système sans lequel aucun homme ne peut se défendre équitablement face au tribunal de la rumeur. Il refuse d'être condamné par une sentence médiatique avant même qu'un juge n'ait pu examiner les faits. De l'autre côté, se dresse la légitimité de la parole des femmes, portée par l'élan contemporain des mouvements de libération de la parole, qui exige que le silence ne soit plus le complice historique des privilèges d'autorité. C'est le choc frontal entre le droit écrit, protecteur, mais parfois perçu comme rigide, et une exigence moderne de justice réparatrice. Et cette tension abstraite s'est matérialisée de la manière la plus concrète et la plus féroce qui soit dans le quotidien de l'artiste. Le 10 mai 2026, la colère est descendue dans la rue. Des dizaines de militantes ont encerclé son hôtel de luxe dans le Vaucluse, transformant son havre de paix en épicentre de la contestation. Plus grave encore pour sa carrière, une pression étouffante s'exerce désormais sur les programmateurs de sa tournée de 58 dates, prévue pour débuter en juin. Les festivals, à l'image du Pully Live, vacillent sous les menaces de boycott. Pour un immense artiste, se voir ainsi menacé d'être privé de son sanctuaire, la scène, à l'âge de 67 ans, représente la sanction psychologique et symbolique la plus douloureuse qui soit. Le crépuscule d'une immense carrière se joue désormais au rythme des annulations potentielles et des contestations publiques. Les lumières de la scène se tamisent lentement. Et alors que le rideau de velours d'une époque s'apprête à tomber, nous sommes contraints de faire face à une vérité incontournable. Ce que nous observons en ce mois de mai 2026, au-delà du cas personnel de Patrick Bruel et de Flavie Flament, c'est le crépuscule définitif d'une certaine époque du divertissement. Une ère où l'éclat absolu de la célébrité, le prestige des invitations sur les plateaux et la ferveur des foules suffisaient à reléguer au second plan l'inégalité flagrante des rapports de force. Ce vieux système de l'entre-soi, protégé pendant des décennies par une indulgence tacite, voit aujourd'hui ses fondations s'effondrer sous le poids d'une exigence moderne de transparence et de dignité humaine. Le spectacle qui s'offre à nous est d'une immense gravité psychologique, une confrontation où chaque camp porte sa propre tragédie. D'un côté, nous voyons un homme au soir d'une carrière exceptionnelle, contraint de s'abriter derrière la rigueur des procédures et les notions techniques du droit pour tenter de préserver l'héritage artistique de toute une vie. De l'autre côté se dressent des femmes qui ont choisi de consacrer leur maturité à une quête douloureuse, celle de réparer, par la force de la parole publique, les failles intimes d'une jeunesse qu'elles estiment leur avoir été confisquée. C'est un duel sans vainqueur apparent, où la justice institutionnelle aura la lourde tâche de démêler les fils du souvenir, de la preuve et de la loi. Pour le public de plus de 50 ans, la blessure est intime et particulièrement complexe. Elle touche directement à notre propre rapport au temps. Les refrains de Patrick Bruel ne sont pas de simples notes de musique. Ils sont le miroir de notre jeunesse, la bande-son de nos premiers choix, de nos joies et de nos mélancolies. C'est notre propre insouciance passée qui semble soudainement revisitée, teintée d'une amertume que nous n'avions pas soupçonnée à l'époque. Alors que le rideau tombe sur cette affaire, une question essentielle s'impose à notre réflexion. Une interrogation qui dépasse largement les frontières du show business. Peut-on réellement, aujourd'hui, séparer l'œuvre de l'artiste ? Est-il possible d'écouter ces mélodies d'autrefois en faisant abstraction des réalités psychologiques qu'elles dissimulent désormais ? Lorsque ces chansons résonnent à nouveau, cherchons-nous simplement à réchauffer notre mémoire ou participons-nous, sans le vouloir, à la pérennisation d'un modèle d'autorité que notre époque ne peut plus accepter ?
La réponse à cette question n'appartient ni aux seuls tribunaux, ni aux médias. Elle réside au plus profond de la conscience de chacun. C'est pourquoi votre regard, fort de votre expérience et de votre recul sur les décennies passées, est d'une valeur inestimable. Je vous invite à partager vos réflexions dans l'espace des commentaires, avec toute la mesure et la dignité que requiert un sujet si délicat. Si vous appréciez ces décryptages approfondis, menés avec la rigueur et la profondeur du journalisme d'investigation, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. En rejoignant notre communauté, vous soutenez un contenu exigeant et vous vous assurez de ne manquer aucun de nos prochains portraits de figures culturelles. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.